20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. À la une de ce journal, les explications du professeur Eva-Marie Kolsek suite à la panne de la machine de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec. En conférence de presse, le ministre de la Santé a qualifié cette panne d'accident et rassure quant à la décision de l'État du Sénégal de régler cette situation dans les meilleurs délais. Leur prise en charge médicale ayant connu des lenteurs, les anciens militaires et invalides du Sénégal ruent dans les brancards. Ils ont envahi les rues de Ouakam et barré la route qui fait face à l'hôpital militaire avant de revenir à de meilleurs sentiments. Vous les entendrez dans ce journal. Affectés par le projet de la centrale à charbon, les populations de Bargny-Minam affichent leur consternation. Ils réclament en urgence un site de recasement pour parer aux conséquences de ce projet qui, selon ces populations, a été mis en œuvre sans leur consultation au préalable. 31 ans après sa disparition, hommage au fils de Tcheitou, Cheikh Anta Diop, à la fois historien, anthropologue, égyptologue et homme politique. Le savant a marqué son époque. Dans cette édition, les réactions de ses disciples, parmi eux le professeur Amadi Bokoum et le docteur Diallo Diop, qui se félicitent de l'initiative du chef de l'État, laquelle consiste à intégrer désormais la pensée du savant dans les programmes scolaires. Enfin, l'invité de 20h, il s'agit de Landing Savané, de la JPADS, interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous. À la une de ce journal, je vous le disais tout de suite, la panne de la machine de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec. Le ministre de la Santé a fait face à la presse ce mardi. Eva-Marie Kolsek a saisi l'occasion pour revenir sur cette panne qu'elle qualifie d'accident. Elle est revenue également sur toutes les dispositions prises par l'État du Sénégal pour remédier à cette situation et dans les plus brefs délais. Compte rendu signé Ibou Diouf. Une première sortie depuis la panne de la machine de la radiothérapie de l'hôpital Le Dantec. Le ministre de la Santé et autour d'elle, tous les chefs de service et directeurs engagés dans la lutte contre le cancer pour apporter quelques éclaircissements. Mais je voudrais aussi dire, et le regretter d'ailleurs, que cette panne soit survenue avant que ce que nous avions planifié, qui est l'arrivée de 2 accélérateurs de particules au niveau de l'hôpital d'Al Diam, qui devait se passer déjà avant même le mois de décembre, que cela soit survenu avant, ce qui a entraîné un décalage. Cette radiothérapie est en service depuis 1986. Une durée de vie à s'allier, même si le ministre de la Santé parle d'accident. Il y a eu cet accident que personne ne voulait, mais qui est un accident. C'est comme si aujourd'hui, vous conduisez votre voiture, vous faites un accident. Vous saviez que vous auriez peut-être un accident, parce que l'accident, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais nous, on peut dire qu'on a fait ce qu'on pensait devoir faire et que ça, c'est arrivé à un moment où l'autre a été bloqué quelque part, c'est tout. L'État annonce avoir pris des dispositions pour acheter 2 accélérateurs dans l'optique de relever le plateau technique. Maintenant, on veut aller plus haut. C'est pour ça qu'on a commandé ces accélérateurs de particules qui vont faire partie des appareils les plus sophistiqués dans la sous-région. Le ministre de la Santé précise que certains malades seront évacués pour faire leur chimiothérapie au Maroc et dans d'autres pays. Et cela est pris en charge complètement par l'État. Nous savons qu'il y a eu des pétitions, il y a eu des choses qui se sont faites pour aider. Mais ce que je voudrais dire, c'est que bien sûr, toute aide est bien bénéfique, mais que l'État a pris déjà ses responsabilités pour pouvoir envoyer les malades. Les anciens militaires et invalides du Sénégal sont dans tous leurs états pour cause la lenteur notée dans leur prise en charge médicale. Conséquence, ils ont barré la route de Ouakam ce mardi, juste en face de l'hôpital militaire, avant d'être raisonnés par leur hiérarchie de revenir à de meilleurs sentiments. Nous écoutons Oumar Ndiaye, il est membre de l'ANAMIS au micro de Chérif Diam.
pas uniquement un problème de visa, c'est un problème de manque de considération de l'État vis-à-vis des invalides militaires. Pour faire viser nos carnets, nous avons apporté de gauche à droite, aller voir le médecin qui signe, un autre médecin qui vise. On en a marre, Tous nos droits sont laissés en rade. Nous ne sommes pas satisfaits. Depuis combien de temps nous sommes dans le décor? Nos pensions font défaut, les carnets de santé font défaut, on ne comprend plus. Et pourtant nous avons servi la nation, nous avons servi l'armée. Mais à quoi cela nous sert? Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que nous faisons de longues distances, il y en a qui viennent de Thiès, de Kaolack, de n'importe où au fond du pays, qui viennent là pour faire viser leur carnet et revenir encore pour un contre-visa. Moi, je ne comprends pas. Un médecin militaire qui te prescrit une ordonnance, qu'il signe, il faut que tu reviennes à l'IHO pour faire viser cela. Les médecins ne se contredisent pas. Vous vous rendez compte d'un colonel qui signe un carnet de santé et c'est un sergent-chef qui est en train qui doit vérifier ça. Où est-ce que vous avez vu ça? Et pourquoi les gens ont barré la route? Mais nous l'avons barré parce que nous sommes malades. Nous avons besoin de notre ordonnance, de nos médicaments. Mais si vous avez prendre un taxi et venir jusque-là, on dit que le gars n'est pas là. Mais il n'y a personne qui est irremplaçable. Et s'il n'est pas là, il doit y avoir quelqu'un qui doit le remplacer. La vie marche, hein, la vie continue. Et le gars là, s'il devait mourir, même l'État là, on ne comprend pas. Voilà notre problème. Notre problème, c'est une question de considération de l'État vis-à-vis des invalides militaires. Nous avons servi la nation et nous sommes toujours prêts à servir la nation. Mais à quelles conditions? Allez, allons à Bargny à présent. Impacté par le projet de la centrale à charbon, les populations de Bargny-Minam-Rue dans les brancards très remontées, ils demandent à être recasés et déplorent l'absence de concertation dans la mise en œuvre de ce projet. Ils ont manifesté leur colère en présence de nos reporters. Ousseynou Thiam, Ubiradiagne. Coincés entre la mer qui avance et la marge de sécurité de la centrale à charbon, les populations de Minam à Bargny ne savent plus où donner de la tête. Courroucées par cette situation, ces populations interpellent directement le chef de l'État. Si on regarde bien les circonstances, la centrale qui est ici, le port minérier qui va venir d'ici peu de mois, un quai de pêche qui est derrière nous, donc le village est un peu coincé. Donc là, on fait un appel solennel au président pour qu'il puisse nous venir en aide. On en a besoin. C'est un tout petit village, mais quand même on mérite de respect. La centrale à charbon qui est là tout près de nous, ils nous disent que la marge sécuritaire est de 500 à 600 mètres, qui est presque tout près de nos terrains de foot, nos écoles, l'école maternelle, l'école primaire des enfants est dans la marge sécuritaire. Il y a des maisons qui sont dans la marge sécuritaire. Donc comment pouvons-nous vivre avec ça? Si une centrale à charbon ne doit pas cohabiter, même à 20 km ou bien 30 km, nous on est à 600 mètres de cette centrale. Donc que devons-nous attendre demain? Conscients qu'ils ne peuvent pas cohabiter avec cette centrale à charbon, ces habitants de Minam demandent à être recasés. Je crois que s'il y a des projets à implanter quelque part, que ce soit sur le domaine national, il doit y avoir une approche holistique et durable. Comme ça, on ne pourra pas aboutir à une discrimination, expulsion ou expropriation. C'est le cas qui se présente ici à Bargny-Minam. Donc d'une manière générale, on aimerait bien savoir si on nous délocalise ici, où on va. Au-delà de leur sortie, ces populations essentiellement composées de pêcheurs promettent de poursuivre leur plan d'action afin d'être édifiés sur leur sort. Saint-Louis, les déboires connus par les pêcheurs de Guet-Ndar dans les eaux mauritaniennes font réagir l'ancien ministre de la Pêche au Sénégal, Ali Haïdar, depuis la Casamance où il se trouve, a invité le ministre de la Pêche et même le chef de l'État Macky Sall à s'impliquer dans la résolution de ce problème. Boubacar Diassi. Les difficultés qui existent entre le gouvernement mauritanien et les pêcheurs de Saint-Louis ne surprennent guère l'ancien ministre de la Pêche, Ali Haïdar. Il y a un problème d'accès à la ressource. Les ressources dans les années passées étaient disponibles, les pêcheurs pas nombreux. Aujourd'hui, les pêcheurs sont nombreux et la ressource disparaît. Et ce genre de problème, malheureusement, je dis bien malheureusement, ce genre de problème va faire que s'aggraver. Ali Haïdar préconise que nos autorités prennent l'affaire en charge. Il nous faut regarder chez nous, il ne faut pas regarder chez le voisin. En tout cas, si j'étais le ministre de la Pêche, je prendrais mon bâton de pèlerin pour aller voir mon collègue. Et peut-être que ce problème doit remonter plus haut au niveau de la présidence, parce que quand même, c'est des questions d'État. Il nous faut négocier, toujours négocier, parce que quand même, je répète, cette ressource appartient à la Mauritanie. L'ancien ministre de la Pêche prodigue toutefois quelques conseils aux pêcheurs sénégalais. Il faut que nos pêcheurs comprennent qu'ils doivent eux-mêmes gérer la ressource en ayant un comportement responsable,
plutôt que d'avoir des comportements irresponsables qui vont nous amener vers la catastrophe. On a un exemple qui nous prouve que c'est possible. C'est le village de pêcheurs de Kaya. Ali Haïdar a également fait cas d'une rééducation des populations en matière de respect de l'environnement. Il s'est éteint un 7 février 1986, le professeur Cheikh Anta Diop, 31 ans après sa disparition. La rédaction de TFM se souvient avec un portrait réalisé avec le témoignage d'un de ses disciples. Il s'agit du professeur Hamadi Bokoum, chercheur à l'IFAN, dont il a été le directeur. Le professeur Hamadi Bokoum nous retrace le parcours de ce savant, égyptologue, anthropologue, historien, homme politique. Portrait réalisé avec Fatih. Regardez. Tchaïtou, c'est dans cette bourgade située à 150 km de Dakar que naquit Cheikh Anta Diop. Nous sommes en 1923, une époque où l'Afrique toute entière est dominée par le colonialisme. Il a connu une enfance bercée par la culture religieuse, et certainement le mouridisme, parce que c'était une grande famille mouride. Après cette première période de sa vie, il s'est porté sous l'influence de sa maman sur l'école française. De Koki à la Sorbonne, que de chemin parcouru pour ce Baol-Baol authentique. Cheikh Anta, l'homme de science, Cheikh Anta, l'homme de culture. Baccalauréat en maths, baccalauréat en philosophie, dans la même année. Un homme absolument complet à l'époque, qui maîtrisait à la fois les sciences exactes et les sciences dites humaines. Ce qui l'a amené à s'intéresser à l'histoire, à la physique, à tout cela à la fois. Après plusieurs années riches en expériences passées en Europe, il rentre au pays natal. Plusieurs diplômes en poche, une œuvre déjà riche, Nation, nègre et culture, devenu plus tard le livre de chevet de plusieurs personnalités du monde entier. L'œuvre la plus remarquable et celle qui a fait bouger les lignes, c'est Nation, nègre et culture, donc, qui a été publié en 1954. Cheikh Anta Diop a posé des sillons extrêmement profonds qui établissaient une filiation entre les antiquités égyptiennes et les cultures africaines. Cheikh Anta Diop, un savant méconnu chez lui à une certaine époque, mais prophète chez les autres. Cheikh Anta Diop était plus connu au Cameroun, au Congo, dans d'autres pays africains qu'au Sénégal. En 1986, il est brutalement arraché à l'affection des siens, laissant derrière lui une science et une culture orphelines. Et nous restons toujours avec l'anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop, cette fois-ci pour recueillir l'avis du docteur Diallo Diop qui salue la décision du président Macky Sall d'intégrer la pensée du professeur dans les programmes scolaires. Le secrétaire général sortant du RND, parti créé par le pharaon du savoir, souhaite un rassemblement de tous les Cheikh Antaïstes. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Chérif Dia. On s'en félicite et on remercie le président Macky Sall d'avoir été, même après un demi-siècle, le premier président de la République à décider que la pensée de ce fils de l'Afrique figure formellement et officiellement dans les programmes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Bon, c'est une décision officielle, rendue publique. Nous attendons qu'elle soit traduite dans les faits. C'est notre mission, celle de rassembler tous les Cheikh Antaïstes dans les rangs du RND, de différentes générations et de différentes formations, afin de constituer une section panafricaniste authentique au Sénégal, en attendant notre rencontre et notre fusion avec les autres mouvements panafricanistes du continent, puisque telle était la doctrine dont se réclamait le professeur Cheikh Anta Diop. En vérité, vous dites ceux qui ont été exclus. Dans l'histoire de notre parti, qui a quand même 40 ans d'existence, il n'y a eu que 2 exclusions. Celle de Maître Babacar Niang, secrétaire général adjoint en 1983. Il est aujourd'hui décédé, donc la question ne se pose plus. Et celle de Madior Diouf en 2008, après 16 ans à la direction du secrétariat général du parti. Alors, c'est une décision de congrès. Seul un autre congrès
peut revenir sur cette décision, puisque c'est l'instance suprême de décision du parti. À présent de la rentrée solennelle du stage de l'Ordre des avocats du Sénégal, un événement qui célèbre les futurs avocats dans leur capacité à prononcer de belles plaidoiries. Après avoir brillamment passé le concours, eh bien, quelques lauréats ont été désignés et secrétaires de conférences de stage. Et pour ce qui est de l'agenda de l'Ordre des avocats, eh bien, sachez que pendant 4 jours, l'Ordre des avocats va tenir en plus de la rentrée solennelle un séminaire, une table ronde et aussi une soirée de gala révélation faite lors d'un point de presse. Les détails, c'est avec Pape Leyti Ndiaye, avocat, au micro d'Aïssatou Paye. La rentrée solennelle, c'est une espèce de fête à l'honneur de ces lauréats. Donc on organise une rentrée au cours de laquelle on les entend dans des discours très bien conçus, très bien présentés. Et donc c'est une fête à l'honneur des stagiaires. Compte tenu du fait que dans chaque promotion il y a 6 lauréats, on ne peut pas en quelque sorte faire plaider 6 lauréats dans la même journée. On a choisi dans chacune des promotions, des 2 dernières promotions, on a choisi un lauréat. Donc il y aura cette année-ci 2 lauréats qui vont s'exprimer, c'est Maître Malik Fall et Maître Nidal Kamal, donc, qui sont membres des 2 dernières promotions. On va joindre le récréatif, le culturel et le scientifique. Il y a un séminaire très très important organisé en collaboration dans le cadre d'une collaboration entre l'Ordre des avocats du Sénégal et l'Union internationale des avocats et qui aura donc trait au droit pétrolier et au droit minier. Retour à présent sur les révélations fracassantes d'Ousmane Sonko dans l'apparition du jour du journal L'Observateur, cette fois-ci avec les réactions du réseau des enseignants de l'APR. Youssou Touré et ses camarades fustigent cette sortie d'Ousmane Sonko qu'ils qualifient de faire dans la menace et dans l'intimidation. Pour plus de détails, je vous propose de suivre Mamadou Faye, porte-parole du jour du réseau des enseignants apéristes, au micro de Chertidiane Dione et Ababacar Camara. Il faut rappeler à Sonko une seule chose, que dans ses propos, il mêle sa mère à l'affaire politique en disant que ma mère m'a dit. C'est éhonté et c'est honteux de vouloir, n'est-ce pas, faire entrer sa maman, que nous connaissons bien, n'est-ce pas, qui est une personne, n'est-ce pas, qui s'occupe de ses enfants, qui est une personne quand même vertueuse. Nous voulons dire à Ousmane Sonko, ça ne sert à rien d'essayer d'intimider, parce qu'il peut intimider personne. Il n'a pas été intimidé, il a été sanctionné dans le cadre de son travail. Il ne doit en vouloir qu'à lui-même, qu'à sa personne, parce qu'il n'a pas été modeste. Et il ne le sera jamais d'ailleurs, parce qu'il ne sera rien dans ce pays-là. Ousmane Sonko se dit cadre, mais je doute de sa bonne foi. Parce que quand on est cadre, il faut savoir raison garder. Quand on est une personne qui a une ambition, que ce soit politique ou autre, il faut savoir comment se comporter. Parlons à présent du rachat de l'opérateur de téléphonie mobile Tigo Sénégal. Sachez que le groupe sénégalais de transfert d'argent, Wari, paiera 129 millions de dollars à l'opérateur luxembourgeois Millicom pour le rachat de Tigo Sénégal. Début 2016, Millicom avait cédé sa filiale en République démocratique du Congo pour 160 millions de dollars. L'annonce a été faite via un communiqué diffusé ce 7 février en milieu de journée dans un message adressé à ses employés et consulté par Jeune Afrique Business Plus. La direction de Tigo a indiqué que ce sera la première fois qu'un opérateur de services financiers rachètera un opérateur télécom dans la sous-région. Et nous parlons élevage à présent pour vous dire que la campagne de vaccination du bétail a été lancée officiellement ce dimanche dans la commune de Latmingué au parc de vaccination. L'objectif des autorités, c'est de faire vacciner au moins 80% du bétail. Une initiative pour laquelle les éleveurs se sont beaucoup réjouis parce que, disent-ils, eh bien, que leur santé et celle du bétail sont finalement très liées. Ibrahima Diamé. C'est presque toutes les composantes du cheptel de la localité, des chevaux, des vaches, des moutons et des chèvres qui ont été rassemblés au parc de vaccination de Dangan dans la commune de Latmingué pour le lancement officiel de la campagne de vaccination de l'année 2017. L'objectif de cette journée également, c'est de vacciner au minimum 80% du cheptel. Donc cette vaccination, pour la vaccination de masse, ça concerne 5 maladies qui sont la dermatose nodulaire contagieuse des bovines, la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie de Newcastle et la peste équine.
Donc ce sont ces 5 maladies qui sont inscrites dans la campagne de vaccination de masse. Les éleveurs sont venus de partout dans le département et d'ailleurs pour faire vacciner leur bétail, une initiative qu'ils ont bien magnifiée. Parce que la santé animale, c'est la santé humaine aussi. Parce qu'il y a une étroite collaboration entre les animaux et l'homme. Ce sont les animaux que nous disposons pour vivre. Parce qu'ici, dans le Saloum, on cultive avec les animaux, mais on vit aussi avec les animaux. Les autorités administratives et politiques, elles aussi, n'ont pas été en reste. Le maire de la commune de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, salue cette campagne et se rappelle cette maladie qui avait décimé une bonne partie de leur cheptel. On a vu l'année dernière, vous l'avez appris, à Anen, ici dans notre commune, à Kar Ali Bassine, pour le botulisme équin, on a vu un bétail, je ne dirais pas complètement décimé, mais en tout cas suffisamment affecté. Avec les services techniques de l'élevage, on a estimé ça à une perte de 7 millions de francs CFA. Mieux vaut prévenir que guérir, dira Dr Macoumba Diouf, et la campagne va se poursuivre jusqu'au mois d'avril prochain. La ziara annuelle de la famille Mam Rawangom a vécu ce week-end. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye, venu représenter le chef de l'État à la cérémonie, a invité les fidèles à participer à la lutte contre le terrorisme qui touche la sous-région, notamment un pays frère, le Mali. Oumar Gueye a aussi rappelé l'engagement du chef de l'État à faire face à ce phénomène. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Sek. L'islam que nous connaissons au Sénégal est un islam de paix, un islam de travail, un islam de communion, un islam de fraternité et non pas un islam de violence, un islam qui utilise les terroristes, c'est le mot qu'il faut utiliser, pour prendre la vie à d'honnêtes citoyens. C'est la raison pour laquelle également le président a insisté pour que, au niveau de Fass Ngom, au niveau de Pal, que l'on continue à prôner et à enseigner cet islam de paix que nous connaissons. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je passe le témoin à Chérif pour la suite. C'est dans Permanence. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé, merci beaucoup pour toutes ces informations. Rendez-vous demain pour le JT. Dans un instant, Landing Savané sera avec Antoine Diouf. Il est l'invité du 20h. Le temps d'un jingle.